Salut chers WeBasketteurs et WeBasketteuses, j'espère que vous allez très bien. Je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de Entre deux, l'émission consacrée 100% au basket féminin, émission hebdomadaire à retrouver donc toutes les semaines, tous les lundis soirs à 19h sur la chaîne Facebook de WeBasket TV, sur la chaîne YouTube de WeBasket TV, sur le site internet www.webasket.tv et également sur le compte Facebook de Pro-Am Media. Allez, aujourd'hui, de quoi allons-nous parler? Hop, je décoche les petits sujets qui sont dans la rivière. Donc on va parler d'un peu d'histoire en termes de palmarès. On va voir un petit peu quel est le palmarès de la WNBA selon les différentes années. On va parler de la saison dernière. Que s'est-il passé la saison dernière? On va passer assez rapidement là-dessus. On va parler de Marine Johannes, et ça, on va peut-être un petit peu s'attarder là-dessus, puisque Marine Johannes fait des exploits en WNBA, son 3e match, et puis elle fait des choses assez incroyables. On va regarder le classement, et je vais m'attarder aussi sur 2 équipes. J'ai pris des équipes pour l'instant qui ne sont pas très en vue, et puis voilà, tout au long des semaines, je ferai des petits points sur les équipes. Il y a des joueuses qu'on connaît, d'autres qu'on connaît un petit peu moins. C'est une manière aussi de mieux vous faire découvrir cette WNBA. Si comme moi, vous n'étiez pas un grand spécialiste de WNBA, c'est une manière justement d'avoir quelques petites informations et de comprendre un petit peu mieux ce qui se passe là-bas. Allez, c'est parti. On commence par l'historique de la WNBA. C'est une histoire assez récente puisque la WNBA a été créée dans les années 90. C'est pas ça, c'est ça. Hop, un peu d'histoire. Donc la WNBA, la première saison a eu lieu en 1997. Et donc en 97, vous voyez, il y a eu une grosse domination. En fait, les 4 premières années, c'est la même équipe qui a gagné la WNBA, c'est Houston. Les Comets de Houston. Vous voyez, ce ne sont pas les Rockets, mais là, les Comets. Et qui ont d'ailleurs battu à 3 reprises en finale le Liberty de New York Liberty, l'équipe actuelle de Marine Johannes et de Bri Hartley. Qui a d'ailleurs fait en tout 4 finales. On voit qu'il y a une 4e finale qui a été faite là en 2002 et qui n'a jamais gagné le titre. New York n'a jamais gagné le titre. Donc Houston fait partie des équipes qui ont gagné 4 titres. Il y en a une deuxième, c'est le Lynx de Minnesota. Donc les Minnesota Lynx, elles sont plutôt l'équipe, vous voyez, depuis 2011 en fait. C'est assez marrant parce qu'elles gagnent une fois sur 2. Est-ce que ça veut dire... Elles gagnent uniquement les années impaires. Elles ont gagné en 2011, en 2013, en 2015 et en 2017. En théorie, le Lynx devrait gagner en 2019. Sauf que personne n'a jamais gagné 5 titres. Et elles ne sont pas forcément favorites cette saison. Je vous en parlerai peut-être un petit peu par la suite. Peut-être pas dans cette émission, mais on avancera de toute façon vers les favoris au fil des semaines. Vous voyez qu'il y a aussi Détroit. Le Choc de Détroit, une équipe qui n'existe plus, qui a gagné à 3 reprises. Et le Phoenix Mercury, qui a gagné à 3 reprises également. Donc c'est l'équipe actuelle de Brittney Griner, très grande joueuse, très connue, joueuse d'Ekaterinbourg, qui a gagné de multiples Euroleague. Je crois qu'elle en a 4, peut-être 3 ou 4 à son actif. On parlera d'elle un petit peu plus tard. Et également du Phoenix du Mercury de Phoenix. Et puis le Storm de Seattle, donc qui est le Los Angeles Sparks. Donc 2 autres équipes qui ont également 3 titres à leur actif. Le Storm de Seattle qui a gagné l'année dernière, et c'est le sujet suivant. Hop, qui a gagné l'année dernière. Justement, le titre face à Washington. Alors, j'ai un tout petit souci avec le micro. Je ne sais pas si vous m'entendez correctement. Je vais donner un peu de saturation, mais je vais le baisser un tout petit peu. Ok, c'est parti. Donc, pour poursuivre la saison dernière, Saison 2018, ça y est, j'ai mis. Saison 2018, Seattle en fait a fait un bilan avec 3 quarts de victoire. C'est quand même un bilan assez impressionnant. 26 victoires et seulement 8 défaites. 76,5% de victoires. Vraiment, Seattle a marché sur la ligue l'année dernière.
Deuxième équipe dont on va parler un petit peu plus bas, vous voyez. Dans le menu, on va parler de l'Atlanta Dream. Et Atlanta Dream a été deuxième l'année dernière, deuxième de la saison régulière. Cette saison, ça se passe un petit peu moins bien. Il y a notamment une ou deux explications, je vous expliquerai ça tout à l'heure. Donc vous voyez, troisième Mystic de Washington, qui avait donc terminé finaliste. Je vous montre les playoffs dans quelques secondes. Quatrième Sun Connecticut, cinquième Phoenix Mercury, sixième Los Angeles Sparks, septième Minnesota Lynx, huitième Dallas Wings, équipe dont on va parler tout à l'heure aussi, neuvième Las Vegas Aces, dixième Chicago Sky, onzième New York Liberty et douzième Indiana Fever. Voilà, Indiana Fever. Voilà, ça vous donne un petit peu aussi les noms des équipes que vous avez probablement déjà entendus. Voici le tableau final. Alors comment ça se passe? C'est pas un tableau de playoff tout à fait classique comme on peut le voir en NBA, ni même en... en Euroleague. Ouais, en Euroleague, c'est spécial. Et ni même en championnat de France. Voilà, en championnat de France et en NBA, ça se ressemble. Hein, c'est le premier et le huitième. Voilà, championnat de France d'ailleurs chez les garçons comme chez les filles. Le premier rencontre le huitième, le 2, le 7, le 3, le 6, le 4, le 5. Tout le monde se joue en une série de plusieurs matchs. Et ainsi de suite, on passe au quart, au demi et à la finale. Là, en fait, il y a des exemples. Les deux premiers de saison régulière, qui étaient Atlanta Dream et Seattle Storm, ne sont pas du tout concernés par le premier tour ni le deuxième tour. Et en fait, le premier tour, il va opposer uniquement les quatre... Voilà, le cinquième, le sixième, voilà, le cinquième Phoenix Mercury, le sixième Los Angeles Sparks, le septième Minnesota Lynx, le huitième Dallas Wings. Ces quatre-là jouent des éliminatoires, donc un espèce de huitième de finale finalement. Ils sont ensuite qualifiés au quart de finale, mais là le Dream et le Storm ne participent pas. Pendant ce temps-là, je ne sais pas ce qu'ils font, hein. Ils doivent vraiment se reposer, préparer, s'entraîner énormément. En tout cas, ils sont relativement protégés. Les deux premiers du classement sont protégés. Les deux suivants sont protégés aussi. Donc là, sont entrés en lice le Connecticut Sun, ici, qui avait été quatrième, et les Washington Mystics, qui étaient troisième. Eh ben, le Sun du Connecticut s'est fait éliminer par Phoenix Mercury, qui s'est retrouvé en demi-finale. Et là, de l'autre côté, c'est les Mystics qui ont éliminé les Sparks. Et ensuite, en demi-finale, Mystics a éliminé Atlanta Dream, qui justement n'avait pas joué les matchs précédents. Mystics était peut-être plus en forme. En revanche, de l'autre côté, c'est Seattle Storm qui avait fait une saison, très très grande saison, qui a donc gagné le titre. Et donc dans l'équipe de Seattle Storm, rappelez-vous, dans l'équipe du Seattle Storm, rappelez-vous, il y avait nos joueuses du championnat de France. Kalina Lewis de Charleville-Mézières. Je retrouve jamais son nom. C'est pas grave, j'ai passé à l'autre. Alicia Clark, championne de France avec Lyon Asvel féminin. Elle a fait le doublé, championnat des États-Unis, de WNBA et championnat de France avec Lyon Asvel féminin. Et la troisième, c'est Sammy Whitcomb. Voilà, Sammy Whitcomb de Montpellier, la gâchette de Montpellier. Ces trois joueuses-là ont gagné le titre aux côtés de Breanna Stewart et Sue Bird, la légende Sue Bird. Donc il y avait vraiment une très très belle équipe à Seattle l'an dernier. Et notamment Breanna Stewart qui a été élue MVP de la saison régulière de WNBA, MVP des finales. Elle est venue jouer à Koursk en Russie. Elle a été élue MVP de l'Euroleague. Et rappelez-vous, elle s'est blessée en finale d'Euroleague face à Ekaterinbourg. Donc Ekaterinbourg a gagné son 5e titre européen. Koursk a perdu. Elle s'est blessée, je crois, dans le deuxième quart-temps, un petit peu avant la mi-temps. L'histoire en aurait été-elle autrement si elle avait joué l'entièreté de la finale? J'ai oublié de mentionner aussi Breanna Stewart, MVP de la Coupe du Monde 2018. Rappelez-vous, à Tenerife, remportée par les États-Unis, Breanna Stewart était la meilleure joueuse, donc elle était sur un rythme énorme. Seattle avait une joueuse énorme, elle s'est blessée gravement
au tendon d'Achille, je crois. J'ai un peu oublié la nature de la blessure, je l'ai dit dans une précédente vidéo. Je crois que c'est une blessure au tendon d'Achille. Elle est absente, tiens, peut-être comme Kevin Durant d'ailleurs. Absence pendant une saison. D'ailleurs, il y a un vrai parallèle entre les deux joueurs. Alors Kevin Durant est plus un poste 3, mais c'est quand même un monstre physique. Brianna Stewart, c'est plutôt une intérieure. Mais en tout cas, Brianna Stewart ne jouera pas de la saison. On en reparlera un petit peu plus tard quand on parlera de Seattle. Allez, on va faire un petit point cocorico. Le petit point cocorico. Sur la dernière émission, je vous avais demandé si vous pensiez que Marine Johannes va réussir en WNBA. Et en fait, c'est un petit peu ce qui est en train de se passer. Au bout de 3 matchs, elle a fait un 3e match assez éclatant. Allez, je vais vous montrer ça en détail. Et en chiffres notamment. Alors vous pouvez voir les vidéos qui circulent sur webasket.tv. J'ai déjà publié la vidéo du résumé complet du match entre New York Liberty et les Sparks de Los Angeles. Et là, j'ai vu qu'il y avait une vidéo qui était sortie sur juste les performances de Marine Johannes, et donc je la publierai sur le site, sur le Facebook de WeBasket. Vous la trouverez très bientôt là, d'ici ce soir. Alors Marine Johannes, qu'est-ce qu'elle nous a fait? Elle nous a fait 3 matchs. En moyenne, elle joue 17,15 minutes. 17 minutes 15. Et elle a déjà 11,3 points par match. Il y a 2 joueurs qui sont au-dessus d'elle en termes de points, c'est Tina Charles et Kia Nurse, qui sont des très grandes joueuses de l'équipe des États-Unis d'ailleurs, et qui par contre, elle joue 30 minutes. Donc elle joue quasiment le double de temps. Alors forcément, elle marque un peu plus. Mais déjà, Marine Johannes est déjà la 3e meilleure marqueuse. Marine Johannes est déjà la 3e meilleure marqueuse en jouant 17 minutes. Donc elle joue même pas 20 minutes. Donc elle a une réussite excellente. C'est incroyable. D'ailleurs, c'est même surprenant quand on connaît la joueuse qui est capable d'avoir un certain déchet, qui n'est pas forcément une assurance tout risque au shoot. Ce qui nous épate quand on voit jouer Marine Johannes, c'est qu'elle est capable de mettre des shoots que personne ne met. Elle est hyper propre. Elle met aussi des shoots que personne ne met. Je vous invite encore une fois à aller voir la vidéo. Et voir une autre vidéo qui tourne justement au sujet de la performance de Marine Johannes. Notamment dans le 3e match, vous voyez, dans le 3e match face aux Los Angeles Sparks. Alors je vais reprendre aussi. Vous voyez, elle a pris 16 tirs en 3 matchs. Voilà, quand même, en 17 minutes. En 17 minutes en moyenne, elle prend quand même des tirs. Visiblement, au moins sur la second unit, c'est-à-dire l'équipe, une fois que les titulaires sortent et puis qu'il y a quelques remplaçantes qui rentrent, elle devient quand même un des premiers choix offensifs, j'imagine. Alors, peut-être moins quand elle joue justement aux côtés de Tina Charles et Kia Nurse. Mais en tout cas, 16 tirs pris, 12 rentrées, quoi. Déjà, 16 tirs, 12 rentrées. Enfin, c'est 75% de réussite. Déjà, le chiffre, il est dingue. À 2 points, c'est 5 sur 6. Elle n'a loupé qu'un tir à 2 points. Et à 3 points, c'est 70%. C'est 7 sur 10. Elle a pris 10 tirs à 3 points. Elle en a pris plus qu'à 2 points. Donc là, je pense qu'il y a des vraies consignes. Au niveau tactique, on voit d'ailleurs sur les images des vidéos, on voit très souvent que Marine Johannes se positionne vraiment autour de l'arc. Elle était vraiment identifiée dans cette équipe de New York comme une shooteuse à 3 points. Et bien leur en a pris, puisqu'elle a des statistiques complètement stratosphériques. Et d'ailleurs, ça se voyait déjà dans les 2 premiers matchs, je vous ai remis tout le détail, dans les 2 premiers matchs, face à Chicago. Alors c'était une défaite à l'extérieur. Elle a joué 16 minutes 18, elle a mis 10 points, 3 passes décisives, 1 rebond, 4 sur 7 au tir réel. Le tir réel, je le rappelle, c'est sans les lancers francs. Donc 2 sur 3 à 2 points, 66%, 2 sur 4 à 3 points, 50%. Déjà, c'est déjà lourd. Vous rentrez pour aider votre équipe pendant 16 minutes, vous faites un bilan comme ça, c'est très très intéressant. Sur le deuxième match, elle a joué moins. Elle a joué uniquement 13 minutes 42.
allez, 2 minutes et demie de moins. Donc c'était 2 jours après, c'était le 14 juillet, face à Seattle, champion en titre, champion sortant. Encore une défaite de New York. Elle a fait 7 points, 2 passes décisives, une interception et 2 balles perdues. Là, je vous ai aussi mis les balles perdues, hein, puisque ça fait aussi partie de son jeu. Un jeu à risque. Donc forcément, c'est magnifique quand ça marche, mais aussi il y a un petit peu de déchets. Donc ça, c'est pour la parenthèse. 2 sur 3. Là, elle a pu prendre que 3 tirs, mais elle a eu aussi 2 lancers francs. Donc 2 sur 3 au tir réel, donc 66%, tout va bien, enfin ça continue. 1 sur 1 à 2 points et 1 sur 2 à 3 points. Elle en a encore pris un petit peu plus, donc 50%, toujours à 3 points. Vous voyez à chaque fois, donc forcément 100% à 2 points, 100% au lancer franc, forcément quand on fait des stats comme ça, c'est fou. Et donc, forcément à domicile, la coach elle s'est dit, bon, je vais peut-être la faire jouer un peu plus. Et elle a carrément fait un perfect, c'est-à-dire qu'elle n'a pas loupé un panier. Elle en a tenté 6 au total, plus elle a eu un N1, donc elle a eu un lancer franc à aller shooter aussi. Donc en tout, elle a fait 7 tirs, on peut dire, 6 tirs réels et un lancer franc. Et elle a tout mis. Donc 6 tirs réels. Et en fait, encore une fois, elle a tenté 2 tirs à 2 points qu'elle a rentré. Elle a tenté 2 tirs à 3 points. 4 tirs à 3 points qu'elle a rentré. 4 sur 4. Bim. Voilà. Donc je sais plus quoi poser comme question, moi, finalement. Qu'est-ce qu'on pose comme question avec Marine Johannes? Je vous ai demandé la dernière fois, écoutez, je vous ai demandé la dernière fois de me mettre en commentaire si d'après vous, Marine Johannes va réussir en WNBA. J'ai presque envie de demander, et là autant sur va-t-elle réussir en WNBA, moi je m'étais positionné, je me suis dit, elle a le jeu pour, peut-être que les Américains sauront la mettre en confiance, alors je crois que c'est ce qu'ils sont en train de faire, et qu'elle joue pour s'amuser, et qu'elle trouve peut-être un univers là-bas qui lui convient. Je sais que c'est quelqu'un qui a beaucoup regardé de NBA étant jeune. Peut-être que c'est justement où elle s'éclate. J'espère qu'elle reviendra en France quand même. Hein. Et du coup, la question que j'ai envie de vous poser, d'après vous, alors, plus que juste Marine Johannes va-t-elle réussir en WNBA, franchement, c'est quand même bien parti pour. Ça fait que 3 matchs, bien entendu, on sait jamais. On sait que les Européennes là-bas en WNBA ont du mal à s'intégrer. N'empêche que les Européens en NBA, ils y arrivent. Donc les filles, ça va peut-être arriver un petit peu plus tard. Je pense que les Américains ne sont pas complètement obtus et ils voient arriver des talents de l'extérieur, ils vont les faire jouer et ils sont capables d'en faire des stars. La question, c'est celle-là. Pensez-vous que Marine Johannes peut devenir une star de WNBA? Une star. Au même titre que Kiah Nurse qui est dans son équipe, je ne vais pas forcément parler des légendes, il y a Brianna Stewart dont j'ai parlé, bien entendu, Sue Bird, alors Sue Bird c'est carrément une légende, ou Diana Taurasi sont carrément des légendes. Mais des stars comme les sœurs Ogunmuke à Los Angeles, comme Angel McCoughtry, dont je vais parler un tout petit peu tout à l'heure, qui joue pour le Atlanta Dream. Est-ce qu'elle peut, d'après vous, devenir une star de WNBA? Ce qui serait pas mal, puisque nous, côté français, avec la retraite de Tony Parker, finalement on a un petit peu perdu notre star de NBA. Est-ce que c'est Marine Johannes qui va remplacer aux États-Unis finalement le rôle de Tony Parker? Allez, je vous pose la question, laissez-moi ça en commentaire et on en parle. Une fois que j'ai posté l'émission, une fois que j'ai posté la vidéo, j'en échange avec vous, bien entendu. Allez, on passe au sujet suivant. En tout cas, bravo Marine Johannes. Bravo. On était un petit peu resté sur notre fin avec l'Euro et notamment la finale qu'elle a faite. D'ailleurs, c'est vrai que je voulais aller voir. Quand j'y suis, je vais pouvoir faire ça en direct. Je voulais aller voir Eurobasket
en fait, notamment en finale, on parlait de la réussite. Déjà, elle est à 100% de réussite aux États-Unis. Alors qu'en finale, elle a sous-performé au niveau de l'adresse. Alors, je pense que c'est complètement différent. Déjà, je pense qu'elle a été complètement ciblée par l'Espagne, par l'équipe d'Espagne. Marie Johannes, Elle est connue par l'équipe d'Espagne. elle est sûrement pas très connue aux États-Unis, ce qui peut expliquer que là, ils l'ont laissé shooter. Ils l'ont peut-être pas trop ciblé sur les systèmes défensifs. C'est pas impossible que sur les prochains matchs, ce soit C'est aussi facile de rentrer les paniers. Donc c'est une explication. Je cherchais les stats, ça a mis du temps à venir. Les statistiques qu'elle avait faites notamment en finale. Ouais, d'accord. En plus, je suis pas tombé sur la. Alors, oui, sur effectivement, Marine Johannes, c'est quelqu'un qui en tout cas, va illuminer une partie par son adresse, et notamment son adresse sur des shoots compliqués, et peut faire basculer une rencontre. et c'est un petit peu ce qui s'est passé là avec New York. Même si, alors curieusement, ouais, ça aussi c'est une question. Curieusement ou pas, hein, mais elle a fait une performance énorme. Mais n'empêche qu'elle a joué que 21 minutes 45. Elle a joué un peu plus de 20 minutes, donc elle doit être un peu sixième femme. C'est un temps, voilà, c'est pas un temps de titulaire. Un titulaire, c'est au-dessus de 25 minutes ou au-dessus de 30 minutes. Et on peut voir dans le match que tout le money time se passe sans Marine Johannes. Avec vraiment la coach a décidé de se passer de Marine Johannes en fin de match. Donc là, on peut dire qu'il y a une forme de protection de son 5 majeur. Et je me demande, est-ce qu'elle va pouvoir continuer à faire ça, quoi. Et déjà sur ce match, je pense qu'elle aurait dû la laisser sur le terrain. On va voir ce qui va se passer par la suite. Je crois que c'est Cathy Smith, la coach de New York. Et donc je vais enfin arriver aux statistiques du mondial. Laissez-moi juste 2 petites secondes, les statistiques de la finale. Alors. C'est très long, je sais pas pourquoi. Ah, c'est sûrement parce que je suis en train d'émettre en même temps. Non, je n'émets pas en même temps, j'enregistre. Enfin, ça va arriver. Les statistiques de Marine Johannes, voilà, sur la finale. Alors, Marine Johannes sur la finale. Elle a joué 32 minutes. Normal. Voilà, elle a fait 30% au tir. 30% au tir, vous voyez, elle a pris 10 tirs réels. 2 sur 4 à 2 points et 1 sur 6 à 3 points. Est-ce que si Marine Johannes aurait rentré, allez, peut-être un tir à 3 points ou 2 de plus, et puis un tir à 2 points ou 2 de plus, ça aurait été un autre match? Ça c'est une autre question, puisqu'on a quand même pris 20 points dans ce match. On a souvent été à 10 points de l'Espagne. Avec un petit peu d'adresse par-ci par-là, hein, on peut réduire le score. Hein, vous mettez 2 tirs à 3 points et 2 tirs à 2 points de plus, hein, forcément ça vous fait 10 points. Donc voilà, je vais fermer la parenthèse Marine Johannes, en tout cas bravo à elle, on va la suivre très attentivement, on espère qu'elle va continuer sur cette lancée, on espère que la coach va un peu plus la faire jouer, enfin, peut-être qu'elle attend un petit peu, mais Marine Johannes, c'est pas une rookie, peut-être qu'ils peuvent la prendre comme une rookie. Elle est à sa deuxième ou troisième saison d'Euroleague d'ailleurs, c'est vrai que ça c'est quelque chose à vérifier. Voilà, elle fait les playoffs d'Euroleague. Je crois que ça fait 2 années consécutives que Bourges fait les playoffs d'Euroleague. Donc c'est sérieux, enfin, c'est un niveau sérieux. À voir si
elle joue un petit peu plus tard. Je vais passer à la suite. On va parler du classement. Le classement de WNBA, toutes les semaines, je vous fais un petit focus sur le classement de WNBA. Hop, le voici, le voilà. Donc, hop, en grand. Là, le Sun du Connecticut a repris la première place à Las Vegas et Washington. Grosso modo, c'est quand même ces trois équipes-là qui sont au-dessus. Même si on voit que Seattle, c'est quand même dans un mouchoir de poche. C'est quand même dans un mouchoir de poche. On voit que Seattle et Chicago sont pas mal non plus. Donc Connecticut, 12 matchs gagnés et seulement la moitié de perdus. Donc grosso modo, 66% de... Voilà, c'est ça, c'est tout à fait ça. 2 tiers. 2 matchs sur 3 sont gagnés. Donc vous voyez un petit peu, c'était Las Vegas qui était devant et donc qui est descendu. Washington reste 3e. Seattle effectue une remontée en fait depuis plusieurs semaines. Chicago également. Los Angeles chute un petit peu. Phoenix remonte un petit peu. Et c'est Minnesota qui a pas mal chuté, qui était 4e ou 5e je crois la semaine dernière et qui se retrouve à la 8e place. Les 4 derniers ne bougent pas malgré la victoire. Donc la dernière victoire, New York reste 9e. Ensuite, Indiana Fever, Dallas Wings et Atlanta Dream. Et ça me permet justement de faire la transition. Ce que je vais vous proposer donc tout au long des prochaines semaines, notamment pendant l'été, pendant que vous êtes sur la plage, pendant que vous êtes sous les cocotiers, que sais-je, je vais vous proposer une petite preview des équipes assez rapidement. On va parcourir assez rapidement, vous donner un petit peu le contexte, ce qu'elles ont fait l'année dernière, ce qu'elles font cette année, l'équipe actuelle, les stats en ce moment, en tout cas depuis le début. Et je vais commencer par les équipes du bas, puisque de toute façon, semaine après semaine, donc on va s'occuper des équipes les plus intéressantes et j'aurai plus de matière à vous dire, puisqu'il y aura un peu plus de statistiques, un peu plus de vécu. Donc on va commencer par les 2 équipes qui déçoivent notamment. C'est des équipes qui ont joué les playoffs l'année dernière. C'est Atlanta Dream qui est dernier. Vous voyez, 5 victoires uniquement et 14 défaites. Et Dallas Wings, même chose, même bilan, 5 victoires et 14 défaites. Donc, hop, je vais me concentrer sur... hop, c'est ici, Atlanta et Dallas. On commence par Atlanta. Alors Atlanta, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Atlanta a fini 2e de la saison régulière l'année dernière. Notamment au prix d'un finish avec beaucoup de victoires consécutives. C'est une équipe qui est réputée pour ses aspects défensifs. Et donc c'est ce qui l'a fait performer la saison dernière. Vous voyez, 23 victoires, 11 défaites la saison dernière, 66% de victoires, 2e au classement général. Meilleur bilan de son histoire. C'était le meilleur bilan de l'histoire donc de l'Atlanta Dream l'année dernière. Plus 11 victoires par rapport à l'année précédente. Alors, vous voyez, l'année précédente, elles avaient un bilan négatif. Là, c'est complètement l'inverse. Elles ont doublé leur nombre de victoires. Grosso modo, l'an dernier, l'année 2017, elles avaient fait 1 tiers de victoires. Et là, elles ont fait 2 tiers de victoires. En play-off, demi-finaliste, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, éliminé par Washington Mystics. Et cette saison, c'est 4 sur 14, c'est 5 sur 14, c'est 36% de victoire. Vous voyez là, on revient plutôt au bilan de 2017, 1 tiers, là un petit peu plus en fait. Et 11e du classement, j'ai mis 11e, mais non c'est 12e. Elles sont 12e, alors je ne sais pas comment c'est classé. En grosso modo, elles sont 11e ex aequo, puisqu'elles ont le même bilan, mais il doit y avoir une histoire de point avérage comme un petit peu dans tous les classements. Là, je vous ai mis l'effectif. Alors, ceux qui sont sur smartphone ne verront peut-être pas très bien. Sur ceux qui sont sur grand écran le verront un petit peu mieux. La meilleure marqueuse, c'est Tiffany Hayes, avec 13,5 points de moyenne. Brittany Sykes est 2e, avec 11,5 points de moyenne. Ensuite, on a Elizabeth Williams, Renée Montgomery, qu'on connaît un tout petit peu, qui a fait un passage éclair à Charleville la saison dernière, si je ne m'abuse. Mais ça n'a vraiment pas duré longtemps. Alex Bentley, Nia Kofi, Jessica Breland, Monique Billings, Maïté Cazorla, Marie Gulich. Et là, on a une joueuse qui a fait 0 match. C'est Angel McCoughtry, dont je vais vous parler
ici sur l'écran suivant. Alors, d'abord, on va parler de Tiffany Hayes. Tiffany Hayes, c'est quelqu'un qu'on connaît quand même en Europe depuis 3 ans, puisqu'elle a évolué à Yakindogu, à Mersin, en Russie, je crois. Je crois que Mersin est en Russie. Et à Polkowice. Donc l'an dernier, elle a fait l'Euroleague avec Polkowice, d'où l'image, là on voit, elle est en train de driver face à Valerian Ayani. J'essaie de reconnaître l'autre joueuse, mais je ne l'ai pas reconnue, donc tant pis. Et en 2018, elle tournait à 17,2 points quand même. C'était vraiment une joueuse qui faisait déjà partie des leaders offensifs de son équipe. C'est une arrière de 29 ans qui a la nationalité azerbaïdjanaise, bien sûr. Voilà, elle joue pour l'Azerbaïdjan. Ok, bon, j'imagine que ça doit lui faciliter un petit peu ses contrats en Euroleague. Et vous voyez, en 2018, elle mettait 17,2 points, et là en 2019, elle met un petit peu moins de points par match, 13,5 points. Angel McCoughtry est blessée depuis le début de la saison. C'est une blessure relativement sérieuse, on ne sait pas exactement quand est-ce qu'elle va revenir. C'est une ailière de 32 ans, des États-Unis, qui a gagné 4 médailles d'or mondiales, les 2 derniers JO et les 2 derniers championnats du monde. Elle fait partie de l'équipe et c'est une des meilleures joueuses américaines, donc une des meilleures joueuses du monde également, qui a fait 5 saisons à Fenerbahçe et 2 saisons à Koursk, où elle a gagné l'Euroleague en 2017. Et dans les remplaçantes possibles d'Angel McCoughtry, on a trouvé Hailey Peters. Il y avait Hailey Peters qui a joué 4 matchs en début de saison, fin mai et début juin. Elle a joué très peu en fait. Le maximum qu'elle ait fait, je crois que c'est 10 minutes de jeu. Et Atlanta Dream a décidé de couper Hailey Peters. Et franchement, je trouve ça assez surprenant parce qu'on a vu le niveau d'Hailey Peters dans le championnat de France, l'une des leaders d'attaque de Charleville. On l'a vu aussi en Euroleague. En Euroleague, elle a été parmi les meilleures marqueuses d'Euroleague également. Et comme quoi, une joueuse qui peut être performante, voire dominante en Europe, peut être, et étant américaine en plus, c'est pas non plus une européenne, c'est une américaine, eh bien elle n'a pas trouvé grâce aux yeux des dirigeants d'Atlanta Dream, mais il faut dire qu'ils l'ont pas trop fait jouer non plus, donc bon, elle n'a pas eu réellement sa chance. Elle a joué 2-3 minutes par match, et je crois le premier match qu'elle a joué c'est 10 minutes, et ensuite elle a joué 2, 3, 4 minutes, donc bon, et ensuite ils ont coupé son contrat. Donc Atlanta Dream sans Angel McCoughtry, très très compliqué. Oui, Angel McCoughtry, c'est plus de 19 points en fait en carrière. C'est 19 et quelques points de moyenne en carrière en WNBA, donc c'est un pouvoir offensif très très important. Quand on a une joueuse comme ça en moins, c'est beaucoup plus difficile. Surtout quand on est une équipe défensive. Équipe réputée défensive, forcément. Vous défendez bien, mais si vous avez votre go-to player qui va mettre les paniers, ou en tout cas là il y en avait 2, c'était Tiffany Hayes et Angel McCoughtry. Là il n'y en a plus qu'une. C'est plus compliqué pour Atlanta Dream. Je vais passer à la deuxième équipe qui est les Dallas Wings. Alors si vous rêvez de voler, cette rubrique est faite pour vous, puisque Wings ce sont les ailes et Dream c'est le rêve. Voilà, pour l'espèce de demi-blague. Les Dallas Wings l'an dernier ont fait un bilan négatif quand même, de 44 victoires uniquement, de 15 victoires et 44% de victoires, 15 victoires et 19 défaites. Ils ont terminé 8e. Meilleur bilan de son histoire, ça c'est le vieux copier-coller qui va mal. En play-off, éliminé au premier tour par le Phoenix Mercury de Brittney Griner. J'en ai parlé tout à l'heure. En 2019, écoutez, ce n'est guère mieux. En fait, 8e, voilà, c'était juste, ils avaient décroché la place de 8e au play-off, notamment grâce à une joueuse qui n'est plus là cette année, et ça se voit énormément, puisque là, c'est 5 victoires et 14 défaites, 36%, comme le Dream d'Atlanta, 12e, en fait, j'avais inversé, c'est Atlanta qui est 12e, et c'est les Wings qui sont... c'est Atlanta qui est 12e, et c'est les Wings qui sont 11e. Tout de même, à noter, la meilleure marqueuse, c'est Arik Ogunbowale. On va l'appeler comme ça. Probablement, je ne suis pas allé voir, mais probablement une personne d'origine nigériane. C'est une américaine, mais peut-être d'origine nigériane. Ensuite, on a Kayla Thornton, Aisha Gray, Glory Johnson,
Isabelle Harrison, Kayla Davis, Teresa Plaisance, Azura Stevens. Vous voyez, je vous laisse regarder rapidement. Bon, on voit quand même qu'Arike Ogunbowale, elle tourne à 14,2 points. Donc je vous laisse un petit peu les statistiques. En tout cas, vous pouvez aller les voir sur le site de la WNBA. Ça, c'est un screenshot de la WNBA, du WNBA.com, je crois. Et un peu plus en détail au niveau des joueuses. Donc, Arike Ogunbowale, c'est une arrière de 22 ans, qui n'est pas azerbaïdjanaise, qui est américaine. Là encore, c'est un mauvais copier-coller. Hop. Et c'est une rookie. Rookie draftée en 5e position, et en fait, la rookie est déjà leader d'attaque dans son équipe, même si c'est pas une grande équipe. Elle est déjà leader d'attaque dans son équipe, donc très intéressant cette joueuse, Arike Ogunbowale, peut-être un nom à retenir pour la suite. Et donc en 2019, elle tourne à 14,2 points comme on l'a vu précédemment. Je vais bien sûr parler de Glory Johnson, j'en ai déjà parlé à l'Euro. Glory Johnson qui est une joueuse fantasque, qui est une joueuse avec un fort caractère, et qui a vraiment porté sur ses épaules l'équipe du Monténégro à l'Euro. Donc elle a 28 ans, elle est monténégrine, Glory Johnson, ex-compagne, ex-femme même de Brittney Griner, je crois qu'elles ont été mariées quelques semaines. Et puis donc à l'Euro elle tournait à 14,1 points pour 7,8 rebonds. Et là en WNBA, visiblement c'est plus compliqué puisqu'on est à 8,1 points et 5,1 rebonds cette saison. Et enfin la troisième joueuse dont je veux parler, c'est une joueuse qui n'est plus là. Tout comme Atlanta Dream, qui a perdu sur blessure Angel McCoughtry, là c'est Liz Cambage, Elizabeth Cambage. L'intérieure australienne, qu'on a vue très dominante déjà au Mondial 2018, et avant qu'on avait vu très dominante déjà en WNBA, qui avait enchaîné les records, et notamment les records de sa conférence, de sa franchise de Dallas. Et malheureusement, visiblement, les Wings ont été contraints un petit peu de trader Elizabeth Cambage vers Las Vegas. Alors c'est marrant parce que Las Vegas était d'ailleurs, si on reprend le classement de l'an dernier, hop, Las Vegas avait fini juste derrière le Dallas Wings. Les Wings de Dallas. Regardez où est Las Vegas aujourd'hui. Las Vegas était premier encore la semaine dernière et Las Vegas est deuxième avec Liz Cambage. Et dans le trade, hop, c'est pas là, c'est là. Et dans le trade, on peut pas dire effectivement. Alors oui, il y a beaucoup de choses. Il y a Moria Jefferson, Isabelle Harrison. Pour vous montrer un petit peu. Alors Isabelle Harrison, elle est titulaire. Elle joue 24 minutes par match. Elle marque 7,8 points. Elle prend 2,9 rebonds. 1,5 passes. Elle prend 4 rebonds et demi et elle fait 1,5 passes par match. Bon, joueuse qui intègre le 5 majeur, ok. Et Moria Jefferson, là, elle est beaucoup... je la vois pas, voilà, elle n'a pas joué. Tout simplement, Moria Jefferson n'a pas joué. Bon, par contre, il y a... alors là, Las Vegas a donné ses assets, comme on dit, ses actifs, c'est-à-dire premier et deuxième tour de draft pour l'année prochaine. Donc, Dallas va pouvoir trader 2 fois au premier tour et aussi 2 fois au deuxième tour. Donc voilà, c'est visiblement, on a 2 explications sur le fait que ces 2 équipes sous-performent. C'est la perte de joueuses. Angel McCoughtry du côté d'Atlanta et Liz Cambage du côté de Dallas. C'en est terminé pour cette émission spéciale WNBA. Écoutez, merci de l'avoir suivi. Je vous attends dans les commentaires. Est-ce que vous allez suivre la WNBA? Est-ce qu'il y a des joueuses? Dites-moi, tiens. Est-ce qu'il y a des joueuses, des équipes, des thèmes particuliers que vous souhaiteriez aborder pour les prochaines semaines en WNBA ou en dehors de la WNBA? L'été, ça va être aussi l'occasion de faire des vidéos un petit peu plus construites de préparation pour l'année prochaine. Alors, il y a le 3-3 qu'on va suivre, il y a aussi les équipes de jeunes. Là, il y a le mondial U19
auquel la France n'est pas conviée, puisqu'elle a terminé 7e, je crois, du mondial U18, de l'Euro U18 l'année précédente. Il y aura les U20 de Jérôme Fournier aussi, qui vont débuter, je crois, qui vont faire leur tournoi. Les U20, est-ce que c'est un euro? Je crois que c'est un euro ou un mondial. Je crois que c'est un euro et c'est en début août. Donc on en parlera très bientôt et j'espère qu'on en parlera pour encore une médaille, à l'image des seniors et puis des U18. Alors dites-moi en commentaire si vous voulez aussi que j'aborde d'autres sujets, des sujets dont toujours de basket féminin. Est-ce que vous voulez que je fasse peut-être une preview je sais pas, de l'Euroleague, peut-être de la Ligue féminine, un petit peu avec les transferts. Là, j'ai dit que j'en parlerai. Est-ce que voilà, je vais parler un petit peu de WNBA chaque semaine et dites-moi s'il y a d'autres sujets. Je vous invite à aller voir la nouvelle vidéo d'une carte à jouer donc, qui a été tournée avec Fred Dussard, le coach emblématique de l'ESBVA Lille Métropole et qui va donc l'année prochaine faire sa 5e Euroleague mais sans Villeneuve. Ce sera avec les Castors de Brenne. Donc je vous invite à aller voir sa vidéo, une carte à jouer, avec un tirage très intéressant, puisque c'est un tirage sur la tactique. Promis, on n'a pas truqué les cartes. C'est vrai que pour un tirage tactique, c'était bien d'avoir un coach, puisque c'est un petit peu leur métier quand même. La tactique, enfin c'est une partie de leur métier, bien entendu. Et ça, c'était la carte tactique, c'était pour le moyen. Et pour l'objectif, la carte tirée, ça a été progresser vite. Donc c'est assez intéressant. Regardez bien l'ensemble de la vidéo. Au début, Fred nous donne des choses, des éléments un petit peu théoriques, mais ensuite on passe sur un petit peu plus de choses concrètes qui peuvent aider les basketteurs et les basketteuses et même les coachs à faire évoluer, à progresser vite justement sur les aspects tactiques. Donc ça c'est pour la première chose. Et deuxième chose, si vous ne l'avez pas fait encore, allez télécharger la vidéo Joue-la comme Proust. Donc c'est un questionnaire que j'ai posé à 5 joueuses de Ligue féminine, Amel Boudera, Alix Duché, Clarence Jaldi-Tabdi, Maud Ménénou et Pauline Guittard. Et c'est une vidéo qui dure une quinzaine de minutes, qui est assez marrante et qui est assez intéressante aussi pour déceler certains traits de personnalité et aussi de mindset de compétitrice. Donc c'est une vidéo qui est à télécharger. Je vous mettrai le lien dans la description. Vous pouvez la trouver un petit peu partout. Il me reste à vous souhaiter une excellente semaine, un excellent été. Et je vous dis à la semaine prochaine. Portez-vous bien et vive le basket féminin.